Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je tourne l'intro après avoir tourné la vidéo car je me suis aperçu que celle que j'avais tournée était floue. Donc c'est pour ça que vous remarquerez probablement un changement de lumière avec la suite. Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter une rencontre entre l'analyse complexe et l'algèbre linéaire au travers de ma rencontre avec la théorie spectrale. Récemment, j'ai regardé les vidéos de Phil Caldero où il a proposé des démonstrations du théorème de Cayley-Hamilton et des projecteurs spectraux avec des résultats d'analyse complexe. Et je trouve ce genre de démonstration à l'interface entre plusieurs domaines des mathématiques très élégant. Et c'est pour ça que j'ai voulu m'intéresser à une théorie qui s'intéresse à l'étude du spectre dans sa globalité. C'est la théorie spectrale. Alors, puisque j'ai une formation de physicien, l'accès complet à la théorie spectrale m'est compliqué. Néanmoins, mon intérêt pour les maths m'a encouragé à m'y plonger un peu, d'autant que la motivation principale de la théorie spectrale est l'étude du spectre en mécanique quantique, c'est-à-dire l'étude des énergies d'un système donné. Dans cette vidéo, je vais donc vous présenter la reformulation de quelques résultats d'algèbre linéaire en dimension finie, en utilisant un vocabulaire propre à l'analyse complexe. Par ailleurs, la vidéo est déjà assez longue puisque j'ai commencé par des rappels d'analyse complexe, donc pour éviter de la rallonger encore plus, j'ai rédigé des notes détaillées avec toutes les hypothèses des théorèmes que je vais énoncer, et ces notes sont disponibles sur mon Discord, je mets le lien dans la description de la vidéo. J'ai donc commencé par rappeler des résultats d'analyse complexe qui vont être utiles pour la suite. Je vais ensuite introduire un outil central en théorie spectrale, qui est l'opérateur résolvant. Et ensuite, je vais donner une expression analytique des projecteurs spectraux, je vais réexpliquer ce que c'est. Et enfin, je vais démontrer le théorème de décomposition d'Henford, qui est un des théorèmes centraux en algèbre linéaire, qu'on voit en prépa ou en licence, mais avec le formalisme de l'analyse complexe. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, je vais rappeler l'expression de l'indice d'un chemin. Alors si je considère un point Z dans le plan complexe, donc imaginons que tout mon tableau représente le plan complexe, et si je considère un chemin gamma quelconque fermé autour de ce point Z, alors je peux définir ce qu'on appelle l'indice d'un chemin par l'expression suivante. 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur le contour gamma de d de zeta sur zeta moins z. Alors qu'est-ce que ça veut dire physiquement? En fait, l'idée c'est que l'indice du chemin gamma autour du point Z, on peut voir ça comme une machine qui va compter le nombre de fois que le chemin gamma s'enroule autour du point Z. Par exemple, dans ce cas-là, le chemin gamma s'entoure une seule fois autour du point Z, donc l'indice de gamma va valoir 1. On peut montrer que si je prends un deuxième chemin que je note gamma prime homotope au chemin gamma, c'est-à-dire qu'on peut déformer continuellement gamma en gamma prime, et que ce chemin gamma prime entoure toujours le point Z, alors l'indice de gamma est égal à l'indice de gamma prime. On peut voir ça comme une reparamétrisation de l'indice ou bien même comme un changement de variable. À présent, je vais rappeler le théorème de Cauchy intégral. Je vais donc considérer un espace oméga inclus dans C, où oméga est un ouvert simplement connexe. Alors simplement connexe, ça veut juste dire que oméga n'a pas de trou. Alors dans ce cas-là, si je considère f une fonction holomorphe sur oméga, holomorphe ça veut dire dérivable au sens complexe, alors pour n'importe quel chemin fermé gamma dans oméga, l'intégrale sur gamma de f est égale à 0. Dans les mêmes hypothèses, on peut déduire la formule intégrale de Cauchy, qui dit maintenant que si je prends z, un point dans oméga, et que je considère un chemin qui entoure z, alors f de z fois l'indice de gamma au point z est égal à 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma de f de zeta sur zeta moins z. En particulier, si gamma est un chemin d'indice 1, comme dans ce cas-là, alors on a une expression de f de z sous forme d'une intégrale, et ça c'est très fort, puisque pour connaître l'information de f au point z, il suffit de la connaître sur un chemin autour de ce point. De même que pour l'indice, la formule intégrale de Cauchy est invariante par reparamétrisation par un chemin homotope, et on peut voir ça une nouvelle fois comme un changement de variable. À présent, je vais rappeler ce qu'est un résidu, et je vais énoncer le théorème des résidus associés. Alors je vais considérer un point Z0 appartenant donc à C, je me place toujours dans C, et je vais considérer une petite couronne, et je vais considérer une fonction f holomorphe dans cette couronne-là, que je vais noter C. Alors on peut démontrer que dans ce cas-là, f admet une décomposition sous forme de série au voisinage de Z0 de la forme somme de moins l'infini à plus l'infini de an fois z moins z0 puissance n. Et ça, on appelle ça une série de Laurent. Une telle fonction est dite analytique, et en particulier, on voit ici l'équivalence entre holomorphe et analytique, puisque ce théorème implique que holomorphe implique analytique,
sachant que la réciproque est immédiate puisque toute fonction développable en série entière est dérivable au sens complexe, donc est holomorphe. Et le coefficient A-1, c'est ce qu'on appelle le résidu de f en Z0. Et on dispose d'une expression intégrale du résidu, c'est ce qu'on appelle la deuxième formule intégrale de Cauchy. Si je considère un chemin gamma d'indice 1 autour de Z0, alors le résidu de f en Z0 s'exprime 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma de dz f de z. Cela étant dit, je vais pouvoir énoncer le théorème des résidus. Donc je vais considérer un ensemble inclus dans C, oméga, qui va être ouvert et simplement connexe. Et je vais considérer un nombre fini de points, lambda 1, lambda 2, lambda 3, etc., lambda n, et je vais considérer f une fonction holomorphe sur l'ensemble oméga privé de tous ces points. Alors maintenant, si je considère un chemin gamma qui est inclus dans oméga, alors l'intégrale de f sur le contour gamma peut s'exprimer en fonction des résidus de ces différents points sous la forme suivante. Donc c'est égal à 2 pi fois la somme i égale 1 à n des résidus de f en lambda i fois l'indice de gamma en lambda i. Voilà donc le théorème des résidus, ça c'est un des théorèmes centraux de l'analyse complexe. Et il va nous être utile pas plus tard que maintenant, puisqu'on va en démontrer un corollaire qui s'appelle le principe de l'argument. Alors je considère une fonction f qu'on dit méromorphe, c'est-à-dire holomorphe, sauf éventuellement en nombre fini de points, sur oméga, donc avec les mêmes hypothèses, oméga étant ouvert de C simplement connexe. Maintenant qu'on a ça en tête, on va supposer que l'ensemble f des zéros et des pôles de f est fini, et je vais considérer gamma un chemin inclus dans oméga privé de l'ensemble des zéros et des pôles. C'est-à-dire que si les zéros et les pôles de ma fonction sont les points suivants, où je ne distingue pas ici volontairement les zéros et les pôles, je peux considérer un chemin gamma comme ça par exemple. De plus, je vais supposer que l'indice de gamma est 1. C'est-à-dire que gamma n'entoure qu'une seule fois tous les zéros et les pôles de la fonction f. Alors on dispose de cette égalité. 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma de f' sur f est égal au nombre de zéros de f moins le nombre de pôles de f, où les zéros et les pôles sont comptés avec leur multiplicité. Alors pour la démonstration, considérons par exemple z0, un 0 de f de multiplicité m, c'est-à-dire que je peux trouver une fonction g telle que f de z s'écrive g de z fois z moins z0 puissance m, où g de z est une fonction holomorphe qui ne s'annule pas au voisinage de z0. Alors dans ce cas-là, je peux calculer ce qu'on appelle la dérivée logarithmique, c'est-à-dire f' de z sur f de z. Donc le calcul montre que c'est assez facile de le faire. f' sur f est égal à m sur z moins z0 plus g' de z sur g de z. Puisque g ne s'annule pas au voisinage de z0, le quotient g' sur g est holomorphe au voisinage de z0. Ainsi, le seul pôle de la fonction f' sur f est z moins z0. C'est un pôle simple, et donc on voit que le résidu est m. Donc en appliquant le théorème des résidus, calculer cette intégrale-là et la diviser par 2 pi, ça va compter une seule fois le 0 z0, auquel je multiplie le résidu, c'est-à-dire la multiplicité, et donc on retrouve ce terme-là en appliquant cet argument sur tous les zéros de la fonction f. Maintenant, si je considère non pas un 0, mais un pôle de multiplicité m, alors je dispose non pas de ce développement-là qu'on avait tout à l'heure, mais de ce développement-là, où maintenant on a moins m. Dans ce cas-là, le résidu devient moins m, et en appliquant le théorème des résidus, on obtient le deuxième terme ici, si on applique le même argument à tous les pôles de la fonction. Donc voilà, les rappels d'analyse complexe sont terminés, et à présent, je vais enfin introduire l'outil central de cette vidéo, qu'on appelle la résolvante. Donc je vais considérer A, une matrice de taille n à coefficient complexe. Et je vais définir ce qu'on appelle l'ensemble résolvant, et je le note ρA, c'est l'ensemble de tous les points Z dans C, tels que la matrice Z identité moins A est inversible. Et pour tous les points Z dans cet ensemble-là, je définis RA de Z, l'inverse de la matrice Z identité moins A. Et ça, c'est ce que j'appelle la résolvante
de la matrice A. Donc voilà l'objet central qui va nous intéresser jusqu'à la fin de cette vidéo, et on va essayer d'en tirer un certain nombre de propriétés. Alors plus simplement, dans la suite, comme la matrice A sera sous-entendue, je noterai R de Z, et il faut bien comprendre que c'est la résolvante associée à la matrice A. Alors on peut démontrer un certain nombre de propriétés de la résolvante. Ici, je vais en présenter que deux qui vont nous être utiles dans la suite. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'identité de la résolvante, et elle dit que pour tout Z1, Z2 appartenant à l'ensemble résolvant, alors R de Z1 moins R de Z2 est égal à Z1 moins Z2 fois R de Z1, R de Z2. Alors je ne le démontre pas ici, je pense que c'est un bon exercice d'essayer de le démontrer pour se familiariser avec cette matrice-là, mais c'est une identité centrale qui va nous être utile au moins une fois dans la suite. La deuxième formule que je voudrais démontrer, c'est ce qu'on appelle la formule de trace, et qui dit que pour tout Z0 appartenant à l'ensemble résolvant, la trace de la résolvante en Z0 peut s'exprimer en fonction du déterminant de la manière suivante. Donc 1 sur le déterminant de Z identité moins A fois la dérivée par rapport à Z évaluée en Z0 du déterminant de Z identité moins A. Alors pour démontrer ce résultat, je vais noter M de Z, la matrice Z identité moins A. On sait que l'application Z associe le déterminant de M de Z est un polynôme en Z, donc en particulier c'est une fonction holomorphe. Donc si je considère Z0 dans l'ensemble résolvant, je peux faire un développement limité de cette fonction-là au voisinage de Z0 en écrivant donc que le déterminant de M de Z, c'est le déterminant de M de Z0 plus Z moins Z0, M' de Z, 0, plus un petit o de Z moins Z0. Je peux factoriser par M de Z0 et utiliser que le déterminant d'un produit, c'est le produit des déterminants, pour écrire D de M de Z0 fois le déterminant de identité plus Z moins Z0, M de Z0 moins 1, M' de Z0, plus un petit o de Z moins Z0. Et enfin, en se rappelant que la différentielle du déterminant en l'identité est la trace, on peut écrire le développement limité de cette fonction-là au voisinage de Z0. Donc on a D de M de Z0 fois 1 plus Z moins Z0, trace de M de Z0 moins 1 fois M' de Z0, plus un petit o de Z moins Z0. On peut donc développer D de M de Z0 et identifier l'expression de la dérivée en Z0 de det de M de Z. Et on voit qu'on a det de M en Z0 fois la trace de M de Z0 moins 1, M' de Z0. Or, M' de Z0, c'est tout simplement l'identité. Et M de Z0 moins 1, bah, c'est la résolvante en Z0. Donc on a tout simplement ici la trace de R de Z0. Maintenant, on divise par le déterminant de M de Z0, qui est non nul puisque Z0 appartient à l'ensemble résolvant. Et on obtient finalement l'expression de la formule de trace. À présent, on peut définir le spectre de la matrice A. Donc je rappelle qu'on avait considéré A une matrice de taille n à coefficient complexe. Et bien le spectre de A, je vais le noter sigma A, et c'est tout simplement C privé de l'ensemble résolvant. Donc je rappelle que les éléments du spectre sont appelés les valeurs propres de la matrice A. Et pour terminer sur cette série de définitions, je vais présenter le rayon spectral. Donc je le note R de A, et par définition, c'est la bande supérieure pour toutes les valeurs propres dans le spectre du module de la valeur propre. Autrement dit, si je considère mon plan complexe, que je considère les valeurs propres de ma matrice, et bien cette grandeur-là, c'est-à-dire la plus grande distance au centre de toutes mes valeurs propres, c'est ce que j'appelle le rayon spectral. Alors pour justifier l'existence de la bande sup, on peut rappeler que d'après le théorème de D'Alembert-Gauss, la matrice A admet au moins une valeur propre, donc le spectre sigma A est non vide, et ça garantit l'existence du rayon spectral. Maintenant que j'ai énoncé toutes ces définitions utiles, on va pouvoir démontrer un des résultats centraux, qui est l'expression analytique des projecteurs spectraux. Alors pour commencer, je vais rappeler ce qu'est un projecteur spectral. Donc j'ai considéré, comme tout à l'heure, une matrice de taille n à coefficient dans C, et on sait que par le lemme des noyaux, l'espace C puissance n peut se décomposer en sous-espaces caractéristiques, c'est-à-dire que je peux décomposer C puissance n en
la somme directe pour toutes les valeurs propres de A du sous-espace caractéristique qui s'exprime comme le noyau de A moins lambda identité puissance m lambda qui est la multiplicité de la valeur propre lambda. Et si je considère donc lambda une valeur propre fixée de la matrice A, alors pi lambda, c'est le projecteur spectral associé à lambda, et on définit ça comme le projecteur sur le noyau de A moins lambda identité puissance m lambda, parallèlement à la somme directe de tous les autres sous-espaces caractéristiques différents de ceux associés à lambda. Dans la suite, pour simplifier, je vais noter V lambda, le sous-espace caractéristique associé à lambda. Et je rappelle que la dimension du sous-espace caractéristique, c'est égal à la multiplicité de la valeur propre. Alors qu'est-ce qui fait physiquement le projecteur spectral? Si je considère par exemple ce schéma-là à 3 dimensions, imaginons que j'ai une valeur propre lambda de multiplicité 2 et une valeur propre mu de multiplicité 1. Donc on peut imaginer que ce plan-là, c'est le plan V lambda, et cette droite-là, c'est la droite V mu. Alors pour tout vecteur x dans l'espace, le projecteur spectral va associer à x la composante x lambda. On voit bien donc que l'image de pi lambda, c'est précisément le plan V lambda, et le noyau de pi lambda, c'est la somme directe de tous les autres sous-espaces caractéristiques. En l'occurrence ici, c'est la droite V mu, puisque si je considère un vecteur qui appartient à cette droite, la composante dans V lambda est nulle. Donc ça, c'est une vision purement algébrique des projecteurs spectraux, et maintenant, je vais vous démontrer une expression analytique, c'est-à-dire sous forme d'intégrale complexe, en l'occurrence avec des intégrales de Cauchy. Alors je considère une valeur propre de la matrice A, je note m lambda la multiplicité, donc imaginons que je sois dans le plan complexe, et je considère le spectre que je représente ici. À noter que le spectre est fini, puisque je suis en dimension finie, et je considère une valeur propre précise ici. Alors ce que je vais faire, c'est je vais prendre un cercle de rayon R qui va entourer uniquement la valeur propre lambda. Ça c'est possible puisque le spectre est fini. Donc je vais orienter ce cercle et je vais noter gamma, donc le cercle de centre lambda et de rayon R. Alors ce que je prétends, c'est que pi lambda est égal au résidu de la résolvante de A en lambda. Et ça, on a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'exprimer comme 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma. Je vais préciser peut-être gamma lambda ici en indice pour faire référence au fait que gamma lambda n'entoure que lambda et une seule fois. Donc de dz, r de z. Préciser A jusqu'ici, mais maintenant je vais omettre A volontairement puisque la matrice va être sous-entendue. Et ça, c'est un résultat que je trouve magnifique puisque il suffit en fait de calculer la résolvante de la matrice A sur un chemin qui entoure une valeur propre pour obtenir le projecteur spectral. En particulier, on peut mettre en évidence une analogie, puisque maintenant, si j'écris pour être volontairement provocateur que la résolvante est 1 sur ZIN moins A, eh bien on peut faire le rapprochement avec l'indice d'un chemin autour d'un point, qui s'exprime 1 sur 2pi, fois l'intégrale sur gamma lambda de dz z moins lambda. On voit alors que les deux expressions sont quasi parfaitement analogues, modulo le fait qu'ici on parle de matrice et non pas de scalaire, mais en fait l'idée est la même. On a vu que l'indice d'un chemin était une machine qui permettait de compter combien de fois je passais autour d'un point, et si je considère un chemin d'indice 1, l'indice nous permet de savoir, c'est une machine qui nous dit j'entoure lambda ou je n'entoure pas lambda, en fonction de si l'indice vaut 1 ou 0. Mais ici c'est complètement pareil. Le pi lambda, le projecteur spectral, est l'information je suis dans le sous-espace caractéristique associé à lambda ou non. Donc c'est pas absurde qu'on retrouve une expression similaire à l'indice d'un chemin,
Et c'est vraiment un résultat que je trouve magnifique. Et on va donc démontrer ce résultat. En particulier, on a 3 choses à démontrer. Il faut d'abord démontrer que pi lambda, tel que je l'ai exprimé comme ceci, est bien un projecteur. C'est-à-dire, on va vérifier que pi lambda élevé au carré est égal à pi lambda. Ensuite, on va démontrer que l'image de pi lambda est égale à v lambda, c'est-à-dire le sous-espace caractéristique associé à lambda. Et on va démontrer que le noyau est égal à la somme directe de tous les autres sous-espaces caractéristiques. Donc je rappelle que je considère lambda une valeur propre de A et que je considère gamma lambda le cercle de rayon R et de centre lambda tel que le spectre intersecté avec gamma lambda est égal au singleton lambda. Donc en premier, on va vérifier que pi lambda est bien un projecteur. Donc allons-y, élevons pi lambda au carré et voyons ce qu'on peut en tirer. Donc on va avoir 1 sur 2 pi au carré fois l'intégrale sur gamma lambda dz1, l'intégrale sur gamma lambda dz2, r de z1, r de z2. On voit ici qu'on va pouvoir utiliser l'identité de la résolvante qu'on a vue tout à l'heure, de telle sorte que on puisse écrire 1 sur 2 pi carré, l'intégrale sur gamma lambda dz1, intégrale sur gamma lambda dz2, r de z1 moins r de z2 sur z1 moins z2. Alors là, j'écris ce quotient pour être volontairement provocateur, puisque en fait, rien n'empêche ici, puisqu'on intègre sur le même chemin, que z1 puisse être égal à z2. Donc ce qu'on va faire, c'est on va contourner ce problème en considérant un deuxième chemin. Donc là, j'ai gamma lambda, et je vais considérer un deuxième chemin ici, de rayon R plus epsilon, que je note gamma lambda epsilon, où epsilon est très petit, de telle sorte que les chemins gamma lambda et gamma lambda epsilon soient homotopes, c'est-à-dire qu'on puisse déformer continuellement gamma lambda en gamma lambda epsilon, et de telle sorte que gamma lambda epsilon n'entoure que lambda et pas d'autres valeurs propres de A. Donc maintenant, on peut reparamétriser l'intégrale sur Z2, de sorte qu'on intègre maintenant sur gamma lambda epsilon, et ça nous sauve notre problème, puisque maintenant Z1 et Z2 n'ont aucune raison d'être égaux. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va séparer l'intégrale en deux par linéarité. On va intégrer d'une part la double intégrale de R de Z1 sur Z1 moins Z2, et d'autre part l'intégrale de R de Z2 sur Z1 moins Z2. Donc on va commencer par le premier cas. Puisque les chemins gamma lambda et gamma lambda epsilon sont des cercles, en particulier ce sont des compacts, donc on peut appliquer le théorème de Fubini qui nous autorise à permuter ces deux intégrales, de sorte que maintenant je peux calculer l'intégrale de dz2 sur gamma lambda epsilon fois l'intégrale de dz1 sur gamma lambda. Je vais mettre en évidence cette intégrale-là, puisque d'après la formule de Cauchy, c'est égal à 2pi fois r de z2 fois l'indice de gamma lambda autour de Z2. Or, Z2 appartient au cercle gamma lambda epsilon. Donc on voit bien que l'indice de gamma lambda autour de Z2 pour tout Z2 est égal à 0. Donc cette intégrale est nulle. D'autre part, on va calculer la deuxième intégrale qui est 1 sur 2pi carré intégrale sur gamma lambda dz1 intégrale sur gamma lambda epsilon dz2 r de z2 sur z1 moins z2. De même, je mets en évidence cette intégrale, puisque, par la formule de Cauchy, c'est égal à moins fois 2pi r de z1 fois l'indice de gamma lambda epsilon autour de z1. Alors j'ai mis un moins puisque on aurait dû avoir z2 moins z1 pour appliquer la formule de Cauchy, donc ça induit un moins sur le résultat. Or, pour tout z1, l'indice de gamma lambda epsilon autour de z1 est égal à 1. Et il nous reste donc moins ce moins-là. Le 2pi ici s'annule avec 1 des 2pi au dénominateur. Il nous reste 1 sur 2pi, fois l'intégrale sur gamma lambda de dz1 r de z1. Et ça, c'est exactement égal au projecteur pi lambda. Maintenant, on voit que ce moins-là se compense avec ce moins-là, de sorte que pi lambda au carré est égal à pi lambda. On a donc démontré que pi lambda était bien un projecteur.
À présent, on va démontrer que V lambda, donc que je rappelle, est égal à ker de A moins lambda identité puissance m lambda, est égal, et c'est ça qu'on doit voir, à l'image de pi lambda. Pour démontrer cette égalité ensembliste, on va procéder par double inclusion. Donc pour commencer, je considère un vecteur x dans le sous-espace caractéristique V lambda. Donc en particulier, on a que AX est égal à lambda x. Et ça me permet de montrer que Z identité moins A fois X, en développant, est égal à Z moins lambda fois X. Ainsi, la résolvante appliquée à X est égale tout simplement à 1 sur Z moins lambda fois X. Donc maintenant, je vais appliquer le projecteur spectral à X, qu'on va avoir 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda de dz fois la résolvante en z appliquée à x. Or, en utilisant ce qu'on a juste au-dessus, c'est égal à 1 sur 2 pi fois l'intégrale de gamma lambda dz sur z moins lambda fois x. Et ça, par définition, c'est l'indice de gamma lambda autour de lambda, et on a vu que c'était par définition égal à 1. Autrement dit, on a que c'est égal à x. On vient de démontrer que pi lambda appliqué à x est égal à x. Ça nous montre que v lambda est inclus dans l'image de pi lambda. Pour démontrer l'inclusion réciproque, on va raisonner sur la dimension des ensembles, puisque comme on est en dimension finie et qu'on a une inclusion, si on arrive à montrer que les dimensions sont égales, alors les ensembles seront égaux. Pour ce faire, je rappelle une nouvelle fois que la dimension de v lambda est égale par définition à la multiplicité de lambda. Donc tout l'enjeu va être de démontrer que la dimension de l'image de pi lambda, c'est-à-dire le rang de pi lambda, est égal à lambda. Or, on sait que pi lambda est un projecteur. Donc, en particulier, le rang de pi lambda, c'est égal à la trace de pi lambda. Puisque la trace est une application linéaire, elle commute avec l'intégrale, de sorte que, par définition de pi lambda, je puisse écrire 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda dz de la trace de la résolvante. Or maintenant, si j'introduis f de z est égal à déterminant de z identité moins a, alors par la formule de trace qu'on a démontré tout à l'heure, on peut écrire 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda de dz f' de z sur f de z. Or je rappelle que gamma lambda entoure uniquement la valeur propre lambda. Mais d'après le principe de l'argument, on sait que cette intégrale-là est égale au nombre de zéros de f moins le nombre de pôles de f condés avec leur multiplicité. Or cette fonction-là ne procède pas de pôles, mais uniquement un zéro, et c'est précisément la valeur propre lambda, par définition même du polynôme caractéristique. Ainsi, on a que cette intégrale est égale à m lambda. On vient de démontrer que le rang de pi lambda était égal à m lambda. On a bien l'égalité entre v lambda et l'image de pi lambda. Pour terminer cette preuve, il faut qu'on démontre que le noyau de pi lambda est égal à la somme directe des sous-espaces caractéristiques associés à mu, où mu est d'une valeur propre différente de lambda. Alors soit y dans v mu où mu est différent de lambda, alors puisque gamma lambda n'entoure que la valeur propre lambda, on a que pi lambda appliqué à y est égal à 1 sur 2 pi fois l'intégrale de dz sur z moins mu sur gamma lambda, par le même raisonnement qu'on a fait tout à l'heure, appliqué à y. Or ça, c'est égal à l'indice de gamma lambda en mu, et on voit bien que, par définition de gamma lambda, c'est égal à 0, donc v mu est inclus dans le noyau de pi lambda. Alors maintenant, on peut faire le même raisonnement sur tous les v mu différents de v lambda, de sorte qu'en prenant la somme directe, on puisse démontrer cette inclusion. Pour démontrer l'inclusion réciproque, on va une nouvelle fois raisonner sur la dimension, puisqu'en effet, par le théorème du rang, la dimension du noyau de pi lambda est égale à n moins le rang de pi lambda. Et ça, c'est égal à n moins m lambda, d'après ce qu'on a démontré tout à l'heure.
Or, d'après la décomposition en somme directe donnée par le lemme des noyaux, la dimension de la somme directe des V mu, où mu est différent de lambda, est égale à n moins m lambda, puisque m lambda est la dimension de V lambda. On obtient bien l'égalité entre les dimensions, et comme on est en dimension finie, on a l'égalité des ensembles. Autrement dit, on a bien démontré ici que l'opérateur pi lambda, tel que je l'ai défini comme le résidu en lambda de la résolvante, est bien le projecteur spectral tel qu'on le connaît via le lemme des noyaux. Pour terminer sur les projecteurs spectraux, je vais démontrer un résultat de commutation qui va nous être utile dans la suite. Donc je vais considérer lambda une valeur propre de A, et on va démontrer que, d'une part, A commute avec pi lambda, c'est la première égalité, et deuxièmement, les deux membres sont égaux à pi lambda multiplié par A multiplié par pi lambda. Donc pour démontrer ça, l'astuce, ça va être d'écrire la matrice identité de deux manières différentes. La première, c'est en écrivant z identité moins A fois z identité moins A moins 1. Ça, c'est la résolvante de A. Et en développant ici, on obtient z rz moins A rz. Autrement dit, ARZ est égal à ZRZ moins identité. Deuxièmement, on va écrire Z identité moins A puissance moins 1 fois Z identité moins A. Ça, c'est RZ. Et en faisant le même développement, on montre que cette fois-ci, RZA est égal à ZRZ moins identité. Donc, on a démontré déjà que RZ et A commutent. Et pour démontrer que A et pi lambda commutent, on a juste à calculer pi lambda fois A. Donc ça, on sait que c'est 1 sur 2 pi intégrale sur gamma lambda d z rz A, qui est donc égal à 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda dz fois A r de z en utilisant la propriété de commutation. Et ça, c'est égal à pi lambda, à A fois pi lambda. Et on a bien donc démontré la première égalité. Et pour démontrer la deuxième égalité, en fait, ça va assez vite, puisqu'il suffit ici de multiplier par pi lambda à gauche, et en utilisant que pi lambda au carré est égal à pi lambda, on obtient bien que pi lambda fois A est égal à pi lambda à pi lambda, et on obtient donc les deux égalités dont on a besoin. Pour terminer cette vidéo, on va maintenant démontrer le théorème de décomposition de Dunford. Alors je vais démontrer d'abord une première proposition. Donc je vais considérer une matrice de taille n à coefficient complexe. Je vais considérer lambda une valeur propre de A. Je vais noter m lambda sa multiplicité. Et je vais noter v lambda le sous-espace caractéristique A moins lambda identité, noyau de A moins lambda identité, puissance m lambda. Je vais noter gamma lambda le cercle de centre lambda et de rayon R, où R est positif, R étant choisi tel que l'intersection du spectre de A avec gamma lambda est égale au singleton lambda, c'est-à-dire comme tout à l'heure, là j'ai plusieurs valeurs propres, gamma lambda n'entoure que la valeur propre lambda. Donc ça c'est mon matériel de base, et maintenant je vais démontrer plusieurs choses. Premièrement, on va démontrer que A stabilise le sous-espace V lambda, et étant donné ce résultat, je vais noter A lambda tilde la matrice induite par A sur le sous-espace V lambda, où A lambda tilde est de taille M lambda. Plus précisément, c'est-à-dire que si je décompose C puissance n par le lemme des noyaux de la manière suivante, et que j'écris la matrice A dans une base associée à cette décomposition, je vais avoir une décomposition par bloc de la manière suivante, et la sous-matrice ici qui agit sur V lambda est précisément A lambda tilde. Alors la deuxième chose que je vais démontrer, c'est que je peux étendre A lambda tilde qui agit sur V lambda à une matrice que j'appelle A lambda qui agit maintenant sur C puissance n en posant pi lambda à pi lambda. Qu'est-ce que ça veut dire étendre? C'est-à-dire que maintenant cette matrice-là est de taille n alors que celle-là était de taille m lambda et que dans la même base associée
à cette décomposition, je vais pouvoir écrire cette matrice A lambda comme ça. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a montré. Et enfin, je vais démontrer qu'on dispose d'une expression sous forme d'intégrale de Cauchy, une nouvelle fois, de la matrice A lambda, c'est-à-dire la matrice induite. Et on va démontrer que A lambda peut s'écrire 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda de z fois rz. Alors avant de démontrer ce résultat, je voudrais vous montrer l'analogie suivante avec la formule de Cauchy, puisque je rappelle qu'on peut écrire lambda comme 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda de dz, z sur z moins lambda. Une nouvelle fois, je vais réécrire r de z comme une fraction rationnelle, c'est-à-dire 1 sur z identité moins a, et on a bien l'analogie entre les deux expressions. Pour comprendre ce qui se passe, on peut comprendre lambda comme lambda identité, par exemple. Concrètement, cette intégrale-là capture l'information de cette matrice-là autour de la valeur propre lambda. Or, la valeur propre de cette matrice-là est uniquement lambda, donc on retrouve toute la matrice ici. Mais pour une matrice plus générale, cette intégrale-là va capturer l'information de la matrice A autour de la valeur propre, c'est-à-dire précisément la matrice induite sur le sous-espace caractéristique associé à cette valeur propre. Une nouvelle fois, je trouve que cette formule est très parlante, et de manière générale, j'ai l'impression que lorsqu'on comprend l'algèbre linéaire à travers l'analyse complexe, à travers les intégrales de Cauchy, les résultats deviennent beaucoup plus visuels et beaucoup plus intuitifs, et c'est pourquoi je trouve que cette formulation avec l'analyse complexe est tout à fait pertinente. Alors allons-y pour la démonstration de ce résultat, qui va nous permettre ensuite de démontrer le théorème de décomposition d'Hanford. Alors le fait que A stabilise V lambda, c'est essentiellement dû au fait que A commute avec pi lambda, donc en particulier, A stabilise l'image de pi lambda, c'est-à-dire exactement V lambda. Donc cela étant dit, on va pouvoir considérer A lambda tilde la matrice induite par A sur le sous-espace V lambda. Alors de nouveau, je vais décomposer l'espace C puissance n en V lambda, somme directe, avec la somme directe des sous-espaces caractéristiques V mu, où mu est différent de lambda. Dans une base associée à cette décomposition, la matrice du projecteur spectral pi lambda est égale à l'identité de taille m lambda et 0 partout ailleurs, c'est-à-dire une définition par bloc. Ainsi, on peut effectuer le produit par bloc pi lambda fois a fois pi lambda, c'est-à-dire pi lambda fois a lambda tilde ici, et ici je précise pas la valeur des coefficients parce que ça va pas nous intéresser, fois pi lambda à nouveau. Et en faisant le produit matriciel par bloc, on se rend compte qu'on obtient a lambda tilde en haut à gauche et 0 partout ailleurs, et je rappelle que ce sous-espace-là est précisément V lambda. Donc si on pose A lambda est égal à cette matrice-là, on voit bien qu'on a prolongé la sous-matrice A lambda tilde qui agit sur V lambda, c'est-à-dire un espace de dimension M lambda, à C puissance n tout entier de dimension n, et ça va nous permettre ensuite de faire les calculs correctement, puisque toutes les matrices en fait ont été écrites dans C puissance n. Alors maintenant, on va exprimer A lambda sous forme d'une intégrale de Cauchy. Donc je rappelle, A lambda est égal à pi lambda fois A fois pi lambda. Et ça, on avait démontré tout à l'heure que c'était égal à pi lambda fois A. Maintenant, je vais utiliser l'expression analytique de pi lambda, de sorte qu'on puisse écrire 1 sur 2 pi, intégrale sur gamma lambda dz, r de z fois A. Or ça, on avait déjà démontré que c'était égal à z fois r de z moins identité. Donc on a 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur gamma lambda dz, z r de z, moins 1 sur 2 pi, l'intégrale sur gamma lambda de dz identité. Or ça, c'est égal à 0 d'après la formule intégrale de Cauchy, puisque la fonction constante égale à 1 est trivialement holomorphe sur tout C. Donc on obtient bien que A lambda est égal à cette intégrale-là. On va chercher maintenant à avoir une information sur le spectre de la matrice induite, et je prétends que le spectre de la matrice A lambda est égal au singleton lambda. En effet, puisque sur V lambda, A et A lambda coïncident, alors sur V lambda aussi, Z identité moins A et Z identité moins A lambda coïncident aussi, puisque ce sont des polynômes respectivement en A et en A lambda. Mais alors, ça veut dire que leurs inverses coïncident aussi, autrement dit, la résolvante de A est égale à la résolvante de A lambda sur V lambda.
Donc ça veut dire que sur V lambda, ces deux matrices ont le même spectre, puisque je rappelle que le spectre est le complémentaire de l'ensemble résolvant. Or, le spectre de A sur V lambda, par définition de V lambda, c'est précisément lambda, et donc ça démontre que le spectre de A lambda, c'est le singleton lambda. Maintenant, je vais poser n lambda, qui est égal à A lambda tilde, moins lambda, identité de taille m lambda. Ça, c'est une matrice de taille m lambda. Alors, d'après ce qu'on a démontré ici, la seule valeur propre de n lambda, c'est 0. Autrement dit, n lambda est une matrice nilpotente. Et ça me démontre que la matrice induite A lambda tilde, je peux l'écrire comme une matrice diagonale lambda identité plus une matrice nilpotente. Et ça, en quelque sorte, c'est la décomposition de Dunford de la matrice A lambda. Donc cela étant dit, on va pouvoir étendre le résultat à la matrice A tout entière. Et en fait, ça, c'est exactement ce qu'on appelle le théorème de décomposition de Dunford. Donc on va montrer qu'il existe un unique couple des n de matrices telles que D diagonalisable, n nilpotent, A égale D plus n, et Dn égale nd, autrement dit les matrices n et d commutent. Pour démontrer ça, je vais numéroter les valeurs propres de A en notant lambda 1, lambda p, et pour chaque valeur propre, je vais noter m lambda 1, m lambda p, les multiplicités. Alors d'après le lemme des noyaux, je peux écrire que C puissance n peut se décomposer comme la somme directe des V lambda j. Maintenant, si je refais la même démonstration que tout à l'heure sur chaque V lambda j, je vais pouvoir écrire chaque sous-matrice induite A lambda j tilde comme lambda j i m lambda j plus n lambda j. Alors il suffit de poser la matrice D définie par bloc lambda 1 i m lambda 1 lambda p i m lambda p et n égale à n lambda 1 n lambda p, elle aussi définie par bloc. Alors on voit bien que D est diagonalisable, puisqu'en particulier D est diagonale. On voit bien que n est nilpotente par construction. On voit aussi que D et n commutent, puisque chaque n lambda j commute avec lambda j i m lambda j, puisque cet opérateur-là est diagonal, puisque cette matrice-là est diagonale. Et enfin, par construction, on a que A égale à D plus n. Alors cette formulation-là a l'avantage de nous donner l'existence et d'être assez immédiate, mais le désavantage est que ces deux matrices-là dépendent de la base qu'on a choisie ici, puisqu'on a écrit les matrices par bloc. Donc maintenant, on va plutôt écrire D et N comme des matrices indépendantes de la base choisie. Et on voit que, en effectuant un changement de base, on peut tout à fait écrire que D est égal à la somme pour J allant de 1 à P des lambda J, P lambda J, pi lambda J. D se définit comme la somme des projecteurs sur chaque sous-espace caractéristique auquel on multiplie lambda J, la valeur propre. Et il suffit alors de poser n égale à A moins D pour obtenir le résultat. Et puisque la détermination des pi lambda J des projecteurs spectraux est unique et ne dépend pas de la base choisie, cette écriture-là fournit à la fois l'existence et l'unicité de la décomposition de Dunford. Alors cet énoncé du théorème de Dunford est celui qu'on voit essentiellement en classe préparatoire ou en licence, mais la plus-value de l'analyse complexe est qu'on peut exprimer la matrice D et par conséquent la matrice N comme des intégrales de Cauchy. Alors pour ça, je vais considérer R supérieur à 0 tel que R est supérieur au rayon spectral de la matrice A, où je rappelle que le rayon spectral, je l'ai défini comme la plus grande valeur propre en module de A. Par exemple, si je représente le plan complexe, que je représente mes différentes valeurs propres ici, alors le rayon spectral est cette distance-là, et je vais considérer un cercle de rayon plus grand que le rayon spectral, que je vais noter grand gamma, de telle sorte que la matrice D puisse s'écrire 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur grand gamma de dz fois z r de z. Et on a aussi une expression pour n en posant tout simplement n égale a moins d. Alors comment démontrer ce résultat? Eh bien on avait jusqu'à présent que D pouvait s'écrire comme la somme sur lambda dans le spectre des lambda pi lambda.
Mais on sait que pi lambda, c'est le résidu de l'application qui à z associe la résolvante en lambda, par définition de pi lambda. Il est facile alors de se convaincre que lambda pi lambda est le résidu de l'application qui à z associe z rz en lambda. Autrement dit, D égale la somme sur lambda appartenant au spectre. Ainsi, D est égal à la somme sur lambda appartenant au spectre de A du résidu de Z qui associe Z RZ en lambda. Et par le théorème des résidus, c'est précisément égal à 1 sur 2 fois l'intégrale sur le grand gamma, c'est-à-dire le contour qui englobe toutes les valeurs propres de l'application qui à Z associe RZ. Donc voilà, ça conclut la preuve de l'expression analytique de la matrice D. Et à nouveau, on peut faire le rapprochement avec la première formule intégrale de Cauchy. En effet, on peut écrire 1 sur 2 fois l'intégrale sur gamma de dz, z identité moins a. Et on comprend bien ici, via cette expression sous forme d'intégrale de Cauchy, que D capture en quelque sorte l'information diagonale de A sur toutes les valeurs propres incluses dans ce contour. Or, on a choisi gamma de telle sorte que toutes les valeurs propres soient incluses dans le contour gamma. Or, on a choisi gamma de telle sorte que... Or, on a choisi grand gamma de telle sorte qu'il entoure toutes les valeurs propres. Donc, c'est attendu de retrouver la matrice D ici, c'est-à-dire la partie diagonalisable de la décomposition de Dunford de la matrice A. Donc voilà, j'espère que cette vidéo et que cette thématique vous aura plu autant qu'à moi. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, car il se peut que d'autres vidéos à l'interface entre algèbre et analyse complexe arrivent très prochainement, et je vous en reparlerai en temps voulu. Si vous avez la moindre question ou recommandation ou conseil, ou si vous remarquerez une erreur ou une coquille dans mon raisonnement, n'hésitez pas à me le faire savoir, et on peut tout à fait en discuter sur mon Discord, le lien est dans la description. Toutes les références que j'ai utilisées sont disponibles à la fin des notes détaillées disponibles sur le Discord. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. À très bientôt.